Thomas Édouard Lawrence est mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Il est aussi mieux connu sous les traits de Peter O'Toole qu'il incarna au cinéma, ce qui après tout n'est pas étonnant pour un homme qui a toujours évité la publicité. Pourtant, derrière l'aventurier qui parcourt le désert à dos de chameau, derrière le gentleman anglais qui rêve d'un royaume arabe indépendant, il y a un écrivain majeur dont l'œuvre principale, magnifique, intitulée Les 7 piliers de la sagesse, a marqué toute une génération. Un livre nourri de sa vie exceptionnelle que vous allez découvrir maintenant avec ce portrait signé Marie-Dominique Montel. Voici l'histoire d'un homme devenu légende et dont Churchill disait qu'il était de ceux qui marchent dans la vie plus vite et plus intensément que les autres. C'est le 78e numéro de cette collection. Tous les hommes rêvent, mais pas de la même façon. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et découvrent que leur rêve n'était que vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont dangereux, car ils sont susceptibles, les yeux ouverts, de mettre en œuvre leur rêve afin de pouvoir le réaliser. C'est ce que je fis. Décembre 1917, les Alliés font une entrée triomphale dans Jérusalem. La ville vient d'être prise aux Turcs qui combattent dans le camp allemand. Un jeune journaliste américain est dépêché sur place. Il s'appelle Lowell Thomas, il arrive 2 jours trop tard. Mais il va faire une rencontre qui justifie l'intérêt que nous lui portons aujourd'hui et qu'il décrit dans le style lyrique qui est le sien. Un jeune bédouin en tenue royale. À sa ceinture, le poignard incurvé des princes de la Mecque. Les foules se retournent sur son passage. Il est blond comme un Scandinave. Il a les yeux couleur de fjord et de saga. A little bit later, I got in touch with the British military governor of Jerusalem. I called him the successor to Pontius Pilate, Sir Ronald Storrs. And I told Storrs about this group of Arabs, and one who was a blonde wondered who he was. And Storrs opened a door to an adjoining room, and there he was. And Storrs was the one who was responsible for labeling Lawrence, because he said to me, I want you to meet the uncrowned king of Arabia. Thomas Édouard Lawrence a 29 ans. C'est jeune pour devenir une légende. Depuis plus d'1 an, du fond des déserts, il galvanise la révolte arabe qui est devenue un élément important du dispositif allié. Le journaliste est captivé, il braque ses caméras, ses appareils photo. À son retour, il organise des tournées de conférences à grand spectacle à travers les États-Unis et surtout l'Angleterre. 1 million de personnes y assistent. Même la famille royale se déplace. Le mythe de Lawrence d'Arabie est né. Le véritable Lawrence, lui, a déjà disparu. Il se terre pour écrire une œuvre inclassable qui va marquer des générations de lecteurs. Nous avions appris qu'il y avait des douleurs trop vives, des peines trop profondes, des extases trop fortes pour être enregistrées par nos êtres limités. Quand les émotions atteignaient cette intensité, l'esprit vacillait et la mémoire pâlissait. Jusqu'au moment où les circonstances retrouvaient leur banalité. Cette banalité, il va d'abord essayer de la retrouver à Oxford, où il a grandi. Dans la maison de son enfance, le temps semblait rythmé par les horaires de l'école et des offices du dimanche.
La ponctualité des fils Laurence était renommée dans le quartier. They could be seen every morning around about 8 o'clock, going out in single file from Polstead Road here on bicycles, going off to Oxford Boys, and so punctual that people used to set their watches by them as they went down the Woodstock Road. This must have been between 1900 and 1905. Quoi de plus banal, en apparence? Madame Laurence tient ses comptes dans son petit carnet noir. Elle pratique une religion austère, distribue parfois des corrections à ses 5 garçons et mesure leur croissance sur la porte du placard. Dans l'ordre, Bob, Thomas Edward, que tout le monde à l'époque appelle Ned, et puis Will, Frank et le plus jeune Arnold. Ned grandit un peu moins que les autres. Il s'arrête à 1,63 m, mais il s'emploie, dit-il à ses frères, à devenir un Hercule de poche. Arnold, ici dans ses bras, a 11 ans de moins. Il a vécu jusqu'en 1991. We not only had the same inheritance, we had the same environment, the same education. And he carefully implanted in me his own interests, particularly interest in the ancient world, Assyrian, Greek, Roman, and in the medieval world. À quel âge Ned découvre-t-il que sa famille est trop conformiste pour être vraiment conforme? Vers 10 ans, comme il le dira plus tard, à l'époque où il suit son père à vélo sur la route des petites églises pour faire le relevé des tombeaux des chevaliers. Ses parents ne s'appellent pas Laurence, c'est un nom d'emprunt. Ils n'ont jamais été mariés. Son père, qui se nomme en réalité Chapman, a abandonné en Irlande son manoir, son épouse et ses 4 filles pour les beaux yeux de leur gouvernante. Ils ont caché leur amour au pays de Galles où Laurence est né, puis en France, à Dinard, avant de choisir Oxford pour que leurs fils, qui seront bientôt 5, aient une éducation de qualité. L'histoire est romantique dans le fond. Mais le petit garçon va en être très marqué, d'autant qu'il a tout compris de travers. Il ne savait pas, avant la guerre, que son père était son père. Il imaginait qu'il a été, dans une certaine manière, adopté par son père, mais qu'il était le fils de sa mère. Et il a eu pourtant une très bonne relation avec son père, qui était en fait son vrai père. Son père lui transmet peut-être ses penchants romanesques, sûrement son goût pour la photo. Il est à droite sur ce cliché qu'il a pris lui-même grâce à un déclencheur dissimulé dans sa manche. Quand il entre à l'université, à Jesus College, ses parents lui installent le pavillon du fond du jardin. While he was at Jesus College, his mother promised that he would be in every night at 10 o'clock, which he adhered to. But he was going out again at 10:15 to carry on his explorations of the neighborhood and the canals and the rivers around this neighborhood. Il s'est inscrit en archéologie et prépare une thèse sur l'architecture des châteaux forts. Il commence ses recherches à vélo à travers la France, en 1908, toujours avec son appareil photo. Et puis, au début de l'été suivant, il quitte le pavillon du jardin pour une expédition plus lointaine, vers les forteresses des Croisés, de l'autre côté de la Méditerranée. Ce premier contact avec l'Orient l'éblouit. Il voyage à pied, loge chez l'habitant, c'est l'aventure. Il est même attaqué par des brigands. « Tout le monde fume ici sauf moi », écrit-il à sa mère. Sa thèse sera un succès. Il n'a qu'une idée en tête, repartir. Lorsqu'il quitte Jesus College définitivement pour Carchemish, en Syrie, Laurence emporte ses livres préférés. On prend une dernière photo de famille. On est en 1911. Jusqu'en 1918, il ne fera plus que de brèves apparitions en Angleterre.
à l'époque, on avait de l'Empire partout, donc il y avait toute une génération de jeunes Britanniques qui étaient élevés et formés pour être les futurs gouverneurs, si vous voulez, de l'Empire, l'administrateur. Et il venait de ce milieu. Il était en plus quelqu'un un peu en dehors. Il avait été très seul comme enfant. C'était vraiment un individu qui faisait son propre chemin. Il voulait vraiment, il cherchait l'expérience de la vie, il cherchait toujours de faire des choses différentes et de rencontrer d'autres émotions, des nouveautés dans son façon de vivre. Donc il était vraiment dans ce sens intéressé et il devenait intéressant et il devenait exceptionnel. Laurence a 22 ans. Il a été engagé sur les fouilles archéologiques d'une cité hittite, comme adjoint du chef de chantier. Il a le contact facile avec ses ouvriers, s'intéresse à leur langue, à leurs coutumes. Et comme c'est l'usage, il prend à son service un adolescent qui lui paraît plus astucieux que les autres. On l'appelle Daoum, ce qui veut dire le sombre. Son vrai nom, disent certains, est Selim Ahmed. Ce détail a de l'importance parce que les 7 piliers de la sagesse sont dédiés à un mystérieux S.A. Je t'aimais. Alors j'ai attiré dans mes mains ces flots d'hommes. Et dans le ciel, j'ai tracé ma volonté en étoile. Pour te gagner la liberté, la noble maison aux 7 piliers. Pour que ton regard brille devant moi en nous voyant arriver. Laurence apprend à Daoum des rudiments de lecture et lui enseigne aussi la photographie. Voici Daoum, photographié par Laurence. Et Laurence, photographiée par Daoum, avec les habits du jeune garçon. On perd la trace de Daoum par la suite. Il est mort pendant la guerre, probablement du typhus. Pour Laurence, il a fini par symboliser le souvenir de ces années magiques. Une forme de bonheur, une exigence d'absolu. Dès mes premières années là-bas, j'eus la révélation de leur sens de la pureté née du dénuement. Nous avions chevauché fort loin par les plaines ondulantes de la Syrie du Nord, quand nous arrivâmes à des ruines romaines, vestiges, selon les Arabes, d'un palais du désert bâti pour sa reine par un prince de la frontière. L'argile utilisée pour sa construction avait, dit-on, été pétrie pour plus de splendeur, non pas avec de l'eau, mais avec les précieuses huiles essentielles des fleurs. Mes guides, humant l'air comme des chiens, me conduisaient d'une salle croulante à l'autre en disant « Sans le jasmin, sans la violette, sans la rose ». Mais Daoum enfin me prit à l'écart. « Viens sentir le plus doux parfum de tous ». Et nous entrâmes dans le bâtiment principal, jusqu'à l'embrasure des fenêtres béantes de sa façade orientale. Et là, nous bûmes à grandes goulées le vent du désert vide et sans remous qui venait palpiter là. C'est le meilleur parfum, me dirent mes guides. Il n'a pas de goût. Quand la guerre éclate, l'immense empire ottoman, qui comprend tout le Moyen-Orient, bascule dans le camp allemand. Tandis que 2 de ses frères trouvent la mort dans les tranchées, Laurence, lui, ronge son frein en Égypte, au Caire, dans les bureaux du renseignement britannique. Il surveille, au-delà du canal de Suez, ces déserts sous domination turque où commence à germer la révolte arabe. Finalement, en 1916, ses chefs l'envoient en mission de l'autre côté de la mer Rouge pour rencontrer, dans leur fief, les leaders de la rébellion, les 3 princes hachémites. L'aîné lui paraît trop faible, le cadet trop diplomate. Mais quand il rencontre le 3e, Laurence sait qu'il a trouvé. Faisal, écrit-il au Caire, ressemble à Richard Cœur de Lion. Il a le charisme d'un chef. Laurence et Faisal, c'était on dit the chemistry is right. Il y avait entre ces 2 personnes, ils avaient tous les 2 un sens d'humour. Faisal
on dit, était faible, mais dans exactement les secteurs où Laurens était fort. Donc, c'était vraiment quelque chose qui marchait très bien. Ils s'appréciaient énormément, ces deux personnes, et c'est curieux parce qu'entre Faisal et Laurens, il y avait quand même des différences de culture, etc., considérables. Mais il ne faut pas oublier que Faisal était quand même une personne avec pas mal d'instructions. Il a été au Constantinople, etc. Il était une personne très instruite. Très vite, Laurens va revenir avec des armes, de l'argent, un titre d'agent de liaison. Il dira plus tard « Je voulais construire une nation ». Il entre de plein pied dans son rêve héroïque aux côtés de ces seigneurs du désert qui vont l'amener à se surpasser lui-même. Faisal, qui essayait de garder son calme, se tourna vers moi et dit « Aouda est arrivé ». Je m'écriai « Aouda a boutaillé ?» Et au même instant, la porte de la tente fut tirée. On entendit une voix grave qui rugissait le salut à notre Seigneur, chef des fidèles. Un homme entra, grand, fort, le visage hagard, passionné, tragique. C'était Aouda. Marié 28 fois, il comptait 13 blessures, tous ses hommes atteints, la plupart de ses parents morts dans des batailles livrées par lui. Il avait abattu de sa main 75 adversaires arabes en combat régulier. Combien de Turcs avait-il tué? Il ne savait pas, il n'en avait pas fait le compte. À ses yeux, la vie était une saga. Tous les événements y prenaient un sens. Tous les personnages en contact avec lui devenaient des héros. Avec Aouda, il va accomplir un véritable exploit, la prise d'Aqaba. Le port de la mer Rouge est réputé imprenable avec ses batteries de canons braquées vers le large. Il faudra une marche insensée, de 2 mois dans le désert, pour s'emparer de la ville à revers. Presque sans coup férir, au terme d'une ultime charge dans la tempête de sable. Laurens manque y laisser la peau, mais il prend lui-même les photos. Dans l'expédition, il y a un petit garçon de 11 ans, le fils d'Aouda. حنا نفتح العقبة ومن العقبة نبدأ الحرب. أخذوا رأيهم واتفقوا على الرأي هذا وجاء لورنس، جاب لورنس وقال هذا رفيقك. ومشى معنا لورنس. Pour Laurens, c'est la consécration. Cet équipé a été un martyr, mais il a fait preuve d'un courage, d'une endurance qui force l'admiration des guerriers qui l'entourent. Aux côtés des Arabes, il y a d'autres Anglais et des Français que son attitude théâtrale agace parfois. Il est vrai que Faisal lui a demandé d'abandonner l'uniforme pour le costume chérifien, une tenue de prince qui marque son rang, car il jouit maintenant d'un statut spécial. Son influence était absolument énorme. Et les Britanniques qui sont allés le voir, les officiers, ont dit qu'il était de facto le commandant en chef, bien que sa position n'était pas ça du tout. Dans les 7 piliers, par contre, il a diminué son rôle. Il l'a fait exprès pour augmenter la contribution des Arabes, pour donner l'impression que c'était plus important que c'était. Mais il faut dire que c'était les Arabes qui luttaient, c'était les Arabes qui perdaient leur vie. Donc, il y a une vérité dans ça, mais en fait, la direction, et c'est ça qui était important, c'était Laurens qui était bien souvent le décideur. Côté britannique, un nouveau général, Allenby, assure la direction des opérations. Il apprécie Laurens et ses initiatives, en particulier sa tactique de harcèlement, adaptée aux capacités militaires anarchiques des Bédouins, avec des attaques surprises et des charges de dromadaires terrifiantes pour tout le monde. Ma chamelle de course, Nahama, se précipitait avec une telle force que nous eûmes tôt fait de distancer les autres. Les Turcs tirèrent quelques coups de feu. Les balles qu'ils nous envoyaient n'étaient pas bien dangereuses, car il en faut beaucoup pour faire tomber un chameau qui charge. J'étais arrivé parmi les premiers Turcs, et je tirais, au pistolet bien sûr, car seul un expert peut se servir d'un fusil sur ces bêtes cahotantes. Quand soudain ma chamelle trébucha, et s'affala d'un coup, la tête la première, comme assommée.
Je fis un superbe vol plané et j'atterris avec une violence qui parut me vider tout à la fois de mes forces et de mes sentiments. Je restai allongé là, attendant passivement que les Turcs viennent me tuer, continuant à fredonner les vers d'un poème à demi oublié dont quelque chose avait fait ressurgir le rythme de ma mémoire, peut-être le pas de ma monture tandis que nous dévalions la colline. En même temps, une autre partie de mon esprit songeait à l'abominable bouillie que je ferais quand toute cette cataracte d'hommes et de chameaux m'aurait passé sur le corps. Au bout d'un long moment, je terminai mon poème. Aucun Turc n'arrivait, pas un chameau ne me piétinait. Je me redressai et vis que la bataille était finie. Le corps de mon chameau gisait derrière moi comme une roche et avait divisé la charge en 2 flots. La pauvre bête avait logé dans la nuque la balle du 5e coup de feu que j'avais tiré. وضربوا الخط من حاج حتى تيجي معاه شالوه واخذوا 7 ترينات رموه ورنس شجاع ذيب ما يخاف نعم. Les Arabes surnomment Lawrence l'émir dynamite. Il faut dire qu'il a une façon toute personnelle de manier les explosifs, même quand l'armée lui envoie des artificiers chevronnés. I didn't approve of Lawrence's methods of blowing things up. He wasn't trained as a sapper, and he liked to make as big a bang as possible. He wasted a great deal of the explosives that had been brought at great trouble on camelback for hundreds of miles. And on this occasion, he put everything he could lay his hand on under the bridge. Knowing his habits, I said, "Now, please, sir, give me a little warning before you fire your charges. Let me get my men away." He said, "Oh, yes, all right, don't fuss, don't fuss." So we went down, and I was quite happily putting my charges in, and suddenly there was a most terrific bang, and the bridge flew into the air and fell all over the station. I was absolutely furious as a subaltern could be with a colonel, which had its limits. And he sat on a boulder and laughed at me. La chose essentielle, c'est qu'il a compris qu'il ne fallait pas attaquer les Turcs dans des batailles classiques. Il fallait attaquer leur communication. Il y avait ce chemin de fer très long qui passait dans le désert, impossible à défendre, absolument impossible. On avait des blocages ici et là, mais impossible d'avoir les soldats tous les 10 mètres dans tout ce... Donc c'était très facile à attaquer. Et l'idée de Lawrence, c'était de l'attaquer régulièrement, jamais la couper. Et comme ça, les Turcs ont été obligés d'augmenter de plus en plus le nombre de soldats pour défendre cette ligne. Et ces soldats-là n'étaient pas en Palestine. C'était très important pour les Britanniques, parce que chaque soldat de moins en Palestine, c'était un soldat de moins qu'il fallait mettre en face. Lawrence a 29 ans, sa tête est mise à prix, il a maintenant ses gardes du corps personnels et parmi eux 2 chenapans, Daoud et Faraj, inséparables et insupportables. Faraj et Daoud étaient joyeux et efficaces, mais leur vitalité débordante leur jouait de vilains tours. Cette fois-là, ils se surpassèrent en disparaissant le matin de notre départ. À midi arriva un message du Tchèque Youssouf. Je les ai mis en prison, voudriez-vous venir me voir à ce sujet? Je me rendis chez lui. Cette barrique d'hommes oscillait entre le rire et la fureur. Il venait d'acheter un chameau de selle, blanc rosé, un excellent pur sang. L'animal s'était égaré le soir dans la palmeraie où campait Mézagéil. Sans soupçonner le moins du monde que la bête appartenait au gouverneur, il s'était donné un mal fou jusqu'à l'aube pour lui teindre la tête en rouge vif avec du henné et les pattes en bleu avec de l'indigo. Les 2 amis furent traînés devant le tribunal, maculés de teinture jusqu'au coude, tout en protestant haut et fort de leur entière innocence. Au bout d'une année de campagne épuisante, la prise de Jérusalem est un triomphe dans lequel Lawrence a sa part. Demain, il va croiser le journaliste Lowell Thomas. Aujourd'hui, dans le défilé qui entre par la porte de Jaffa,
il faut ralentir le film pour repérer sa silhouette menue. Il est là encore, à l'arrière-plan, bientôt dissimulé par la haute stature d'Allenby. L'euphorie de la victoire devrait être au rendez-vous. C'est un sentiment d'imposture qui domine. Il a compris que son royaume arabe n'était qu'un mirage dont il entretenait l'illusion, tandis que les Anglais et les Français avaient signé des accords secrets pour se partager les territoires conquis. Lawrence a dû promettre aux Arabes qu'ils allaient gagner leur liberté politique. Et en fait, il savait très bien que c'était très douteux, qu'il y a eu des accords secrets entre les Français et les Britanniques, où une grande partie de l'Arabie, de Syrie, dans l'Empire turc, Syrie, ça comprenait une énorme région, allait devenir français et que lui, il ne pouvait rien faire contre. Donc, il savait très bien que les Arabes perdaient leur vie ou étaient blessés parce qu'ils croyaient dans la parole de Lawrence, et Lawrence savait très bien que cette parole était fausse. Jusqu'au point qu'en 1917, à un moment donné, il a voulu se suicider. Il est parti dans un long voyage dans le nord en espérant qu'il allait être tué. Cette expédition suicidaire le conduit dans la ville de Déra. L'épreuve qui l'attend va briser la formidable confiance qu'il avait jusque-là dans la suprématie de sa volonté sur les événements. Il ne s'en remettra jamais. Il était pris par les Turcs et puis il était pris devant une personne qui avait l'air d'être le gouverneur de la ville. Et cette personne était homosexuelle et voulait le violer. Lawrence a refusé, donc il a été battu par des soldats et on imagine qu'il était violé par les soldats. C'est le seul... il ne dit pas clairement, mais c'est impliqué dans ce qu'il dit. Et c'est une chose qui l'a marqué pour vie. Il détestait les contacts physiques, il appréhendait tout ce qui touchait au sujet de sexe. Et c'était une côté de sa vie qui était complètement fermée après la guerre, sauf que ça l'a laissé avec quelque sorte de problème de masochisme qui est sorti par la suite. Après son évasion, c'est un homme anéanti. Et tandis que les combats s'intensifient, son rêve tourne au cauchemar. Dans un tourbillon de carnage, d'exécutions sommaires, de blessés qu'on achève. Daoud est déjà mort. Farhadj est atteint grièvement à son tour. Nous ne pouvions pas le laisser là, abandonné aux Turcs. Car nous les avions vus brûler vifs, nos malheureux blessés. Aussi étions-nous tous convenus, avant l'action, de nous achever mutuellement en cas de grave blessure. Mais je n'avais jamais pensé qu'il pût m'échoir de tuer Farhadj. Je m'agenouillai auprès de lui, tenant mon pistolet contre le sol auprès de sa tête pour qu'il ne vît pas mes intentions. Mais il avait dû les deviner car il ouvrit les yeux et me serra de sa main rude et calleuse, la petite main de ces garçons du Nedjed. J'attendis un moment et il dit « Daoud sera furieux contre toi ». Son sourire d'autrefois revenant si étrangement sur ce visage gris et crispé. Je répondis « Salue-le de ma part ». Il me répondit par la formule consacrée, Dieu te donne la paix, et puis d'un air là ferma les yeux. C'est la dernière ligne droite, mais aussi, dans la retraite désordonnée des Turcs, l'enchaînement sanglant des massacres et des représailles. Dans le village de son compagnon d'armes Talal, les Turcs ont exterminé femmes et enfants. Talal avait vu ce que nous avions fait. Avec un gémissement de bête blessée, il poussa sa jument jusqu'à un monticule et resta là un moment. Immobile, le corps secoué de frissons, le regard fixé sur les Turcs. Je m'avançai pour lui parler, mais Aouda saisit la bride de ma monture et m'arrêta.
Très lentement, Talal tira son voile sur son visage. Il parut soudain se ressaisir. Et piquant des éperons le flanc de sa jument, il partit ventre à terre, courbé, tanguant sur sa selle au rythme du galop, droit vers les troupes ennemies. Les deux armées attendaient. Talal galopait toujours dans le crépuscule silencieux. Parvenu à quelques mètres des Turcs, il se dressa sur les étriers et, avec une violence prodigieuse, poussa par 2 fois son cri de guerre. Talal, Talal. Aussitôt fusils et mitrailleuses crépitèrent. Talal et sa jument criblée de balles vinrent mourir sur la pointe des lances. Aouda était sombre et glacé. Dieu le prenne en sa miséricorde, dit-il. Nous leur ferons payer son prix. Sur mon ordre, et pour la première fois dans cette guerre, on ne fit pas de prisonniers. L'armée lui a procuré des véhicules, des Rolls-Royce blindés, à la pointe de l'innovation militaire. Un mécanisme permet même d'envoyer de violentes décharges électriques à quiconque essaye de porter la main sur la carrosserie. C'est un vrai succès dans le camp de Fayçal où Lawrence les accueille. De cette période, il écrira plus tard